Yvan Duroy, je suis rédacteur en chef du site Basta et bastamag.net. Donc c'est un site d'information édité à Paris. Merci déjà de m'avoir invité à participer au débat ici. Donc nous, on est on est une association qui s'appelle Altermédia et on édite deux supports de presse, donc un site d'information, bastamag.net, et un site sur les multinationales qui s'appelle l'Observatoire des multinationales, multinationales.org, qui a été lancé à l'automne dernier. Alors, en voyant un peu le descriptif du débat sur la question, j'avais envie de commencer par la question, c'est quoi un média, après le constat qu'a dressé Christian, pardon. De quoi on parle, c'est quoi un média? Est-ce qu'on doit parler de médias alternatifs, de médias libres, de médias indépendants? Nous, on pourrait se définir comme un média émergent, parce qu'on est en pleine croissance, mais on reste un peu pauvre. À côté, alors face à qui? Face à des médias dominants, des médias mainstream, commerciaux, en voie d'uniformisation. Alors pour Basta, je ne sais pas trop quelle définition donner. Enfin, moi, j'aime bien l'idée de médias de transformation. Enfin, pour revenir un peu à la question de l'information et à quoi sert l'information. Parce que un des constats qu'on fait aussi, c'est du coup, aujourd'hui, on est noyé dans un flux permanent d'infos, que ce soit les radios infos, les chaînes infos, les sites internet, les blogs, la presse papier, les quotidiens, les news magazines, etc. Et à quoi ça sert aujourd'hui de s'informer, de savoir qu'il y a une crise en Ukraine, qu'il y a une catastrophe en Chine, qu'il y aura peut-être 3 ou 4 ou 5 degrés de plus à la fin du siècle sur cette planète. Enfin, il faut aussi en revenir à un moment donné à cette question-là, c'est que ça forge les opinions des gens, ça forge l'esprit critique. Ça sert aussi à donner des leviers aux gens, aux citoyens, aux électeurs, aux individus, aux collectifs pour agir sur leur quotidien et sur les choses. Et aujourd'hui, c'est très important vu le climat un peu d'inertie ou d'apathie ou de fatalisme qui peut régner sur un certain nombre de sujets. Arriver à redonner des leviers aux gens, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, du coup, pour en revenir à la démarche de Basta, nous, on est parti de ça, parce que le projet est né dans les années 2004-2005, en fait, d'une petite équipe de journalistes qui fréquentaient les forums sociaux mondiaux et qui s'apercevaient de la richesse des thématiques traitées, des mouvements, des personnes ressources qui se réunissaient au Brésil, en Inde ou ailleurs, une fois par an, à l'époque. Et on s'est dit, mais à part les médias vont en parler quand il y a, pour la France en tout cas, quand Ségolène Royal ou François Hollande allaient visiter pendant 2 jours le forum, et puis entre 2 années, entre 2 forums, plus rien. Toutes les questions, toutes les thématiques qui sont aujourd'hui complètement d'actualité, parce qu'on parlait déjà au début des années 2000 de climat, de l'eau, de biens communs, de questions agricoles, d'écologie, etc. Et toutes ces questions-là, les acteurs qui les portaient étaient quasiment absent, en grande partie absent des grands médias. Donc nous on est né de ce constat-là, de plusieurs constats. Le flux d'infos continue, le fait d'être submergé par l'information, une place de plus en plus réduite, comme le disait Christian, des questions de l'investigation, des reportages ou des analyses approfondies dans les médias. Des grands médias de plus en plus dépendants aussi des logiques publicitaires et de plus en plus concentrés entre les mains de grands groupes. Là, en France, il n'y a qu'à voir les quotidiens aujourd'hui. Donc Le Monde, ça appartient au trio Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Donc c'est le groupe Le Monde, avec Télérama, La Vie, Mathieu Pigasse aussi propriétaire des Inrecuptibles. Le groupe Le Monde a racheté Nouvelle Obs, qui est lui-même propriétaire de rue 89. Le groupe Le Monde, c'est aussi le Huffington Post sur Internet. Dassault est propriétaire du Figaro et d'une partie de la presse régionale. Bernard Arnault et LVMH est propriétaire des Échos. Le trio Berger-Pigasse-Niel réfléchit à racheter Libération. Donc voilà, à un moment donné, quand on dresse l'organigramme de la presse française, on arrive vite à une petite dizaine de grands groupes qui possèdent 70, 80, voire 90% des titres. Donc concentration, et donc, c'est un peu pour le constat journalistique qu'on a fait au moment de la création de Basta, et un constat un peu politique, c'est-à-dire à l'époque en tout cas l'absence de l'écologie
traitées dans les grands médias, ou le cloisonnement des rubriques environnementales. Voilà, c'est une page perdue au milieu du quotidien, complètement déconnectée des questions économiques et sociales. La difficulté aussi de nombreux mouvements ou de collectifs d'accéder aux médias, sans se formater à ce que demandaient les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez apparaître, être dans le journal télévisé ou avoir au moins une brève dans un quotidien, il faut faire une action médiatique. Et une action médiatique, voilà, c'est un truc spectaculaire, donc ça peut être intéressant. Mais du coup, aujourd'hui, les mouvements sont souvent réduits à ne faire que ça. Ce qui peut être un petit peu limité en termes de réflexion et d'analyse et d'appropriation par la personne qui reçoit l'information. Alors savoir qu'un collectif de mal logés vont faire une fête de mal logés dans le 16e pour dénoncer l'absence de réquisition de logements vides, c'est important, ça permet de parler un petit peu du sujet, mais hop, c'est vite chassé par un fait divers. Pareil, quand Greenpeace va pénétrer dans une centrale nucléaire, donc ça va être médiatisé pendant quelques heures, et puis ça disparaît au profit d'un nouveau sujet. Et donc, mais du coup, toutes les questions de fond portées par des mouvements ou des ONG risquent d'être totalement diluées dans cette approche-là. Donc voilà pour les grands constats qui ont présidé à l'émergence de Basta. Donc le site a été créé en décembre 2008. Donc aujourd'hui, sur la base principalement du bénévolat à l'époque. Et s'est développé petit à petit. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 6 journalistes salariés. Donc pas tous à temps plein, mais ça fait environ 5 équivalents temps plein. Donc rapidement là-dessus, nous on a choisi d'entrer, même si le projet a émergé forcément sur une grande part de bénévolat. L'idée, c'était rapidement de se professionnaliser, dans le sens où on était tous journalistes, d'une part, et que prendre du temps à l'investigation, à l'enquête, au reportage, à faire des grandes interviews, à travailler des sujets, et puis à essayer de les suivre après, ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi un certain nombre de compétences, et à un moment donné, moi, de mon point de vue, on ne peut pas faire ça bénévolement. Enfin, ça peut se faire à un moment donné, mais c'est pas tenable sur la durée de le faire. D'autre part, donc, il y a eu ce choix-là. Donc aujourd'hui, on a commencé en fin 2008, environ 15-20 000 visites sur le site par mois. Donc aujourd'hui, le pari a été réussi puisqu'on on a dépassé la barre on est entre un demi-million de visites mensuelles. Donc on a multiplié par, je ne sais pas par combien, par 40 le nombre de visites. Donc du coup, le choix éditorial ou en tout cas l'intuition éditoriale s'est révélée intéressante puisqu'il semble qu'on commence à occuper une place non négligeable dans le paysage des pure players en France, à côté on travaille notamment aussi avec Mediapart ou Arrêt sur Image ou avec d'autres sites comme Fougue Reporter sur l'écologie. Sur la question du sens de la formation, nous, comment on a essayé d'y répondre, c'est que sur le site, pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ont envie de le découvrir, on a 3 rubriques principales qui sont décrypter, résister, inventer. Donc décrypter pour tenter de donner les moyens de comprendre, d'analyser aux lecteurs sur des grands sujets qui sont souvent des fois assez compliqués. Enfin, si je vous parle de traités comme ça, de traités de libre-échange transatlantique ou de certificats d'obtention végétale, c'est pas des choses sur lesquelles un lecteur a envie un article qui porterait ce titre, c'est pas forcément très, très sexy pour aller lire le soir quand on est fatigué ou lorsqu'on fait sa revue de presse. Donc nous, un de nos rôles, c'est d'essayer de vulgariser vraiment, d'expliquer ces questions-là et de tenter de les rendre accessibles à un lectorat le plus large possible et qui s'y intéresserait. Résister pour montrer qu'il y a, face à des problèmes, des questions, des sujets, des enjeux qui posent problème, montrer les éventuelles résistances aux mouvements qui apparaissent et qui les analysent ou portent des revendications, des propositions sur ces sujets, et inventer pour montrer, face à un certain nombre de questions, montrer que des alternatives existent, des solutions existent, même si elles peuvent être limitées, contradictoires ou pas forcément satisfaisantes, mais le fait de montrer qu'une fois qu'on parle beaucoup des
des défis environnementaux sur la question du climat, par exemple, ou de la transition énergétique, ou des défis démocratiques avec la montée de l'extrême droite, avec l'opacité du fonctionnement de l'Union européenne. Expliquer, dénoncer, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi proposer au lecteur de voir qu'est-ce qui existe à côté, quel mouvement, quelle alternative se développe pour tenter encore une fois, de donner des leviers aux gens pour qu'ils ne soient pas totalement assommés par une forme de fatalisme. Que dire encore donc, sur la question du modèle économique. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore le temps là, ça va. Donc le projet initial, c'était un média papier. Enfin, on était parti sur l'idée d'un mensuel en 2005, sauf qu'effectivement, c'est des investissements lourds, à l'époque en tout cas. Et le choix d'Internet s'est fait fin 2008, au départ un petit peu par défaut, en se disant, bon, voilà, on n'a pas les moyens d'être sur papier, donc on va faire les pauvres, on va se mettre sur Internet. Mais alors finalement, c'est intéressant parce qu'on venait tous de la presse papier, aucune expérience ou très peu de comment fonctionnait un site internet. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est potentiellement, par rapport à un média papier où vous devez avoir une politique de présence en kiosque. Alors, en France, il y a 30 000 points de vente. Donc, pour être présent de manière à peu près correcte dans les 30 000 points de vente, ça veut dire avoir au moins 10 numéros par kiosque. Ça veut dire imprimer à 300 000 exemplaires. Avec un risque que beaucoup d'invendus vous reviennent, et c'est vous qui devez prendre en charge les invendus. Donc du coup, c'est un gros risque économique. Là, sur Internet, vous êtes là, potentiellement, vous êtes accessible par tout le monde, en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, enfin tout l'espace francophone, en Tunisie, en Algérie, au Québec, etc. Et après, reste la question de la diffusion des articles, de l'adresse du site, pour que petit à petit les gens le découvrent. Donc ça, je pense que c'est un des principaux atouts d'Internet, c'est ça, c'est que pour des nouveaux médias qui se montent, engagés ou sur des questions précises, c'est un horizon de diffusion très large possible. Pour le modèle économique, on s'est pas facilité la tâche puisqu'on n'a pas de publicité et on est en accès libre. Donc pas de ressources publicitaires et pas de ressources d'abonnement puisque tout est en accès libre. Et alors bon, la pub, on n'est pas forcément opposé à la publicité, mais c'est clair que vu notre travail, nos positionnements, notamment nos enquêtes sur la question des multinationales, on n'a pas envie d'avoir la pub Areva ou la pub Renault qui s'affiche au moment où vous lisez un article sur ces entreprises-là ou sur les conditions de travail des mineurs d'Areva au Niger, dans les mines d'uranium. Bon, la pub pourrait se restreindre à ce qu'on appelle en France le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc banques coopératives, mutuelles, associations, coopératives, etc. Mais ça sera, pourquoi pas, mais ça serait des ressources de toute façon qui seraient très marginales par rapport au budget. Enfin, on a un budget actuel un peu supérieur à 200 000 euros. Donc pas de pub et l'accès libre. Pour nous, c'est important de rester en accès libre parce que le but, tout notre travail de vulgarisation d'un certain nombre de sujets parfois complexes, s'il n'est pas accessible à des personnes qui ont envie à un moment donné comme ça de le découvrir, s'il faut derrière s'abonner sans trop savoir ce qu'on va lire ensuite, pour nous ça fausse complètement la démarche. Donc il n'est pas question a priori de restreindre l'accès au site. Et donc du coup à partir de là, comment trouver des ressources. Donc aujourd'hui on est un tiers de notre budget vient à peu près de ressources propres. Alors c'est à la fois les dons des lecteurs qui ont pas mal monté, donc par exemple, il y a 4 ans, en 2010, qui était autour de 4 000, 5 000 euros, qui aujourd'hui sont multipliés par 10 en 2013-2014. Donc le fait qu'on ait tenu au moins, peut-être que notre histoire sera finalement brève, parce que ça reste un modèle très précaire, mais le fait qu'on soit là depuis 5 ans déjà, qu'un certain nombre de lecteurs, que le lectorat ne cesse de se développer et qui apparemment, ils trouvent que notre travail
vaut la peine à un moment donné d'être soutenu. Donc il y a des dons qui se déclenchent au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois de fréquentation sur le site de la part des gens. Donc l'autre partie des ressources propres, c'est les prestations, donc des prestations qu'on peut faire à l'extérieur avec des services auprès d'autres associations. Alors ça, c'est intéressant comme ressource. Le problème, c'est plus on en fait, moins on a de temps à consacrer au travail de journaliste. Donc on n'a pas vocation à devenir une agence de communication, donc ça ne peut rester que des ressources restreintes à un moment donné qui vont venir compléter le budget. Le second tiers des ressources, c'est le soutien des fondations. Donc depuis le début, il y a des fondations françaises ou suisses qui nous soutiennent. Donc pas forcément de manière pérenne. Donc une fondation va nous soutenir un an, pas nous soutenir l'année suivante, puis nous re-soutenir l'année d'après. Mais c'est aussi grâce à ce soutien-là qu'on a pu se développer. Ça a été vraiment un levier de développement pour nous. Après, ça reste un soutien, on va dire, incertain, puisque le système des fondations, en tout cas en France, n'est pas très développé. Donc ça reste souvent des petites fondations qui sont très sollicitées par tout le monde associatif aujourd'hui. Et donc ça peut être compliqué pour elles de s'inscrire dans un financement pérenne. Et puis elles n'ont pas forcément vocation non plus à soutenir pendant 10 ans ou 20 ans la même initiative. Après, la question, c'est comment remplacer ces ressources-là le jour où elles se tarissent. Et le dernier petit tiers, c'est les subventions publiques, puisque dans le cadre du Conseil régional Île-de-France, le fait qu'on soit en association, ça permet d'accéder à des aides de soutien à l'emploi, notamment à la création de l'emploi, enfin des aides régionales, d'une part. Et on est à la fois en association, mais aussi on a la commission paritaire, ce qu'on appelle la CPPAP en France, puisqu'on est reconnu par l'État comme service d'information politique et générale, au même titre que Le Monde, Libération ou Le Figaro. Et du coup, ça permet d'accéder au fonds d'aide à la presse, et notamment à la presse en ligne, ce qui permet d'avoir un petit financement supplémentaire pour moderniser le site. Après, aujourd'hui, ce modèle nous a permis d'émerger, d'exister et puis de commencer à se construire. Mais on est confronté un peu à l'obstacle de la pérennisation, puisqu'aujourd'hui on bataille chaque année pour reproduire, tenter de garder le budget tel qu'il est aujourd'hui, sans se dégager des marges de développement, que ce soit technique, journalistique, puissance d'investigation, de reportage, pour augmenter le rythme de publication, à traiter de thèmes qu'on n'a pas le temps ou pas les moyens de traiter aujourd'hui, ou même s'amuser un petit peu avec tous les outils que nous offre Internet, que ce soit des infographies interactives, de la vidéo ou plus de vidéos, du son, des diaporamas en complément du texte. Et donc voilà, tout ça on essaie de le bricoler un peu, mais ça reste encore limité.